Condamnés par la médecine, nos invités ont déjoué tous les pronostics en guérissant d'une manière spectaculaire. Le médecin m'a dit, je sais pas comment ça se fait que t'es encore là. T'es une étoile au-dessus de ta tête dans ton malheur, t'as vraiment de la chance. Là, on prend un peu plus conscience de ce qui nous arrive. Mina a 34 ans lorsqu'elle apprend, suite à une prise de sang, qu'il ne lui reste plus que 6 mois à vivre. Là, je rentre dans une 4e dimension. J'ai de suite pensé à mes enfants en me disant « mais comment je vais faire pour leur dire tout l'amour que je leur porte et tout ce que j'aurais voulu faire avec eux ?» Terrassé par un coup de fusil à bout portant, Johan va connaître un long passage à vide avant de trouver la force de se reconstruire. Je savais même plus si j'étais vivant ou si j'étais mort. Je me suis mis un petit peu dans la drogue, j'ai bu de l'alcool, et puis je me suis fait prendre à mon propre piège. Là, on se dit, va falloir que je me batte, quoi. À 43 ans, Philippe est victime d'un AVC et tombe dans le coma. Pour essayer de le sauver, les médecins vont tenter une opération de la dernière chance. Il faut m'ouvrir le cerveau rapidement, me faire une ablation d'une partie du cervelet, sans quoi je suis de toute façon à 2 doigts de la mort cérébrale. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Les invités que je reçois cet après-midi ne devraient tout simplement pas être là, en vie, assis à mes côtés, mais contre toute attente, ils ont déjoué tous les pronostics des médecins. Tous les 3 se sont battus pour rester en vie et c'est ce parcours qu'ils viennent nous raconter. Alors j'ai beaucoup de questions, quelle vie après s'être cru condamné? Comment se réinventer après avoir frôlé la mort? Quel sens trouver dans cette épreuve? Mina, si je vous demande une image forte de ce que vous avez vécu, de ce qui symbolise votre histoire, ce serait quoi? Je me souviens être dans le cabinet du médecin avec ma mère. Et il m'annonce qu'il me reste 6 mois à vivre. Pour moi, tout s'effondre à ce moment-là. Et je rentre dans une sorte d'urgence. Préparer ma fin de vie et laisser à mes enfants une trace de moi. Donc vous êtes mise à leur écrire? Oui, pour leur dire qui j'étais, qui je suis, ce que je veux pour eux, pour leur avenir. Leur transmettre ce que j'imaginais. Et leur dire tout ce que j'aurais voulu faire avec eux. Bon, et puis du coup, vous l'avez fait. Et je l'ai fait. Johan, ce qui vous est arrivé, c'est très particulier. Est-ce que vous pouvez nous donner une image forte pour qu'on comprenne ce que vous avez traversé? Ça m'est arrivé à 18 ans. Je sens le fusil dans mon cou. J'essaye de faire quelque chose pour qu'il le fasse pas, mais trop tard, il tire. Je me retrouve projeté en avant, je tombe par terre. De là, je sens le sang qui me coule dessus, je sens l'odeur de la poudre, je vois ma vie qui défile, et là, je me dis, ça y est, tu t'éteins, quoi. Et vous allez même entendre une phrase dans la bouche de celui qui a tiré. Oui, il dit, oh mince, je vais retourner en prison, il va falloir qu'on l'enterre ou qu'on le mette dans le lac juste à côté, de manière à ce qu'il n'y ait pas de preuves, quoi. Donc, on verra qui était ce tireur, comment vous êtes retrouvé dans cette situation, et on verra ce qui vous est arrivé juste après. Philippe, il y a 3 ans, vous avez été victime d'un AVC. Et quelle est l'image qui vous vient à l'esprit? Je me suis senti mourir, en train de me noyer, en train de m'étouffer. Et puis je partais, je voyais tout s'éloigner. Et puis une main est rentrée dans l'eau et m'a rattrapé. Et je me suis endormi paisiblement dans mon coma. Bon, et on verra effectivement quels étaient les pronostics. Mais on peut dire que vous avez déjoué les pronostics de la médecine. Oui. Étienne, merci d'être là. Vous êtes psychologue clinicien, psychanalyste également. Donc ça nous intéresse effectivement de voir ce que vous entendez finalement dans ces récits. Quelle est la portée de ce que nous racontent nos invités. Voilà, un décryptage. Merci à vous d'être là. Merci. Mina, pour qu'on comprenne un petit peu ce qui vous est arrivé, vous aviez quel genre de vie et pour quelles raisons vous consultiez finalement? Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 33 ans. J'avais un boulot qui me plaisait énormément. J'étais juriste et dans la communication, en fait, j'étais coordinatrice de formation. Vous étiez heureuse de votre vie professionnelle? Très heureuse. Vous étiez amoureuse, ça faisait 1 mois que vous étiez mariée? Ouais. Et j'avais 2 enfants qui avaient 2 et 4 ans à cette époque-là. Donc une vie toute tracée voilà, j'étais promue à un avenir radieux. Alors, pourquoi vous consultez?
Tout simplement le hasard, dans la mesure où en fait je ne consulte pas pour moi, je consulte pour mon fils qui a 2 ans. Et c'était un document de la sécurité sociale pour ses 2 ans, tout simplement. Et mon médecin généraliste était absent, elle était en vacances et du coup je suis allée voir un médecin que je ne connais pas. Et en fait, il me trouve fatiguée, mais qui n'est pas fatigué après 1 an de préparatifs de mariage, 2 enfants en bas âge, un travail, donc bon, et puis j'écoute pas trop ma fatigue, hein, puisque j'adore ce que je fais, ma famille, tout ça, donc... Et donc il me fait faire une prise de sang. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'on m'appelle. Jamais on m'appelait pour une prise de sang. Le laboratoire vous demande de venir. Le laboratoire m'appelle. Je me dis, la chose vraiment le plus tragique, le plus difficile pour moi, c'est qu'on m'annonce un diabète, un cholestérol, voilà. Et j'y vais. Et on me demande si je suis fatiguée, si j'ai la fièvre. Moi, je suis un peu interloquée, me disant, je n'ai absolument rien, tout va bien. Et il me dit, le médecin vous attend. Donc, effectivement, je rentre dans le cabinet du médecin et je le vois en train de... Il me demande de m'allonger et il check. J'entends, pas de ganglions, pas de rate augmentée, voilà. Et il vérifie différents points, savoir qu'est-ce qu'il aurait échappé la veille. Et il voit qu'il n'y a rien. Et donc, il m'annonce plusieurs maladies. Il égrène différentes maladies, pas très graves. Et en dernier bout, en 5e position, il met la leucémie, comme ça. Alors moi, dans mon côté toujours positif, je lui dis « Mais vous avez oublié une autre possibilité, à savoir que c'est une erreur. Et donc, je vais refaire l'analyse et voilà, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien. » Il me dit « Oui, effectivement, c'est possible, mais donc vous avez rendez-vous chez un spécialiste qu'il avait déjà pris. Il fera cette analyse, on ne va pas perdre de temps à le refaire au labo. Et vous, s'il n'y a rien, mais c'est parfait. S'il y a quelque chose, vous serez prise en charge. C'est ce que je fais. » Et du coup, entre la sortie du cabinet et le rendez-vous chez le spécialiste, là, il y a une phase un peu de transition qui est un peu difficile. Ces 2 jours d'attente ont été très complexes parce qu'on se dit, oui, autant de globules blancs très importants, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Je suis entre 2 mondes, là, à ce moment-là, en train de me dire, il n'y a rien et je peux potentiellement avoir quelque chose de grave. Et quand vous arrivez donc au rendez-vous ? Quand j'arrive au rendez-vous, je pars avec ma mère, parce que pour moi, il n'y a rien. Lorsque je rentre, on me fait faire toute une batterie d'examens et l'hématologue, je me souviens, demande à plusieurs reprises, vérifier les blastes, vérifier encore cela devant moi. Il attend les résultats et il m'annonce que j'ai une leucémie myéloïde chronique. Il me reste 6 mois à vivre. Du premier coup, comme ça. C'est-à-dire, il vous donne le nom de la maladie et rapidement, il fait ce pronostic-là. Ouais. Là, je rentre dans une 4e dimension. J'ai eu un flash blanc en me voyant dans un lit blanc entouré et ma vie qui s'arrête. Et je vois défiler rapidement toute mon existence et tout ce que j'ai fait, réaliser, tout l'amour de mes proches, ma grand-mère, mon grand-père, tout ça est passé. Tout ça dans le cabinet de l'oncologue. Oui, très rapidement, dans ce flash blanc un peu comme ça. Et à la fois, quelque chose de très cruel et de très difficile. J'ai senti vraiment un coup près, net, précis, un mur qui stoppe quelqu'un qui court. Moi, je me suis rendu compte, en fait, à ce moment-là, que je me croyais immortelle et qu'en fait, j'ai été face à la réalité que j'occultais, en fait. Alors, on va voir effectivement ce que cette annonce a provoqué chez vous, comme réaction, comme acte. Qu'est-ce que vous êtes mise à faire et puis pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et est-ce que ça vous parle, Johan, quand vous entendez Mina dire « ma vie a défilé » Oui. Vous l'avez vécu aussi. Oui, oui. Alors moi, c'est un peu compliqué. Comment dire, j'ai mes parents qui sont décédés quand j'étais très jeune, donc j'ai été placé dans une famille d'accueil. Ces gens-là, eux, ils pouvaient pas me laisser sortir forcément
jusqu'à des heures indues le soir. Donc, quand j'ai pris ma majorité, j'ai eu qu'une envie, c'est d'aller un petit peu sortir, faire la fête comme tous les copains. Et malheureusement, je n'ai pas choisi les bonnes personnes pour le faire. Il y a une personne qui me dit « Tiens, il y a une petite soirée ce soir, est-ce que ça te dit de venir ?» Je dis « Écoute, tu me récupères et puis on se fait ça, quoi. » C'est une soirée très alcoolisée. Dans cette soirée-là, il y a un jeune qui ressort de prison depuis très peu et puis qui a volé des fusils à un chasseur. Donc je le vois qu'il sort au cours de la soirée, il sort son fusil, il le charge, il commence à jouer un petit peu avec, il le repose, il le recharge. Vous dites quoi à ce moment-là? Et moi, à un moment, je lui dis écoute, moi j'ai de la famille chasseur, on joue pas avec des armes comme ça. J'ai dit, tu vas finir par tirer, le coup va partir, tu vas tirer sur quelqu'un. Et puis ça s'envenime un petit peu. Et de là, il s'énerve, il vient derrière moi, il me met le fusil sur la nuque, à bout touchant. Et puis il me dit, bah alors, là maintenant, qu'est-ce que tu fais pas le malin, là. Et puis j'ai à peine le temps de vouloir lui pousser le fusil, mais c'était trop tard, il a tiré. Et bah là, du coup, comme vous dites, hein, on voit sa vie défiler. Hein. C'est plein de moments agréables qui passent en l'espace de 20-30 secondes, mais on voit vraiment tout, hein, du début à la fin. Et là, on se dit, bon, bah, je suis fini, quoi. C'est la fin. Je reverrai plus personne, quoi. Et quels souvenirs vous avez? Il y a des souvenirs de ce que vous entendez, de ce que vous voyez? Alors, moi, je suis resté conscient pendant peut-être une trentaine de secondes. On se sent bien au début. Je me sentais bien partir. Et après, c'est vite fait la douleur qui vous rattrape. La peur aussi. On se demande qu'est-ce qui nous arrive. Et je l'entends se mettre à pleurer, mais pas pour moi, c'est pour lui, justement, qui s'inquiète. Il dit, tiens, je vais retourner en prison. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais retourner en prison. Et de là, il dit, tiens, on va le mettre dans le lac d'à côté. Vous vous rappelez ce que vous vous dites à ce moment-là? Ce que vous ressentez? Moi, je peux pas parler, j'agonise. Hein. Je m'éteins, je me réveille. Et donc, il y a une personne qui est dans la soirée, qui est le propriétaire du local, qui a eu l'intelligence de me prendre une serviette de toilette, qui m'a serré très, très fortement la serviette de toilette et qui a dit non, tu feras pas ça chez moi, tu te dépêches, tu nettoies tout, tu me l'emmènes. De là, donc, ils m'ont transporté à l'hôpital. Moi, dans cette entrefaite, hein, je perds connaissance parce que la douleur est trop forte, donc je pense que le corps il doit se mettre un peu dans un certain sommeil. Hein. Je me réveille, je sens que mes pieds traînent par terre. Hein. Ils me tiennent par derrière, donc on ne sait pas où est-ce qu'ils vous emmènent. Je ne savais même plus si j'étais vivant ou si j'étais mort. Hein. Personnellement, je me rappelle de me réveiller sur la route, dans la voiture. Et là, il me dit, il y a des gens qui sont venus, ils sont tirés dessus. Là, on t'emmène à l'hôpital. Ils essaient de vous raconter une autre version. Voilà, exactement. Il s'est dit, tiens, il va peut-être perdre la mémoire. Et moi, j'arrive quand même à lui dire, non, je sais que c'est toi. De là, je me réteins. Et quand je me réveille, je vois tout plein de lumière au-dessus. On est arrivé à l'hôpital. Et là, toutes les infirmières paniquent. Ils me sortent assez rapidement de la voiture. Lui s'explique en disant qu'il y avait, comme je vous dis, il y a quelqu'un qui est venu, il lui a tiré dessus, barricadé tout. Mais l'infirmière a tout de suite vu que c'était quelqu'un qui était rempli de sang, qui était en panique. C'était automatiquement l'auteur du tir. On est en train de me rassurer un petit peu parce que je pleure. Je dis, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Elle me dit, non, vous allez pas mourir, vous êtes... c'est bon, on va s'occuper de vous. Ne paniquez pas, redevenez calme. Et il commence à me couper mes vêtements, là. Donc là, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète aussi parce que j'ai très peu de vêtements, donc je veux pas. Et je souffre tellement de douleurs qu'ils me font une anesthésie. Qu'est-ce que c'est, en fait? Oui. Ce à quoi le corps médical va devoir faire face, c'est quoi? Bah, du coup, étant donné que la personne qui m'a tiré dessus, l'entrée du fusil était là, j'ai eu de la chance, dans mon malheur, c'est qu'il m'a tiré de travers. Donc, au lieu que ça ressorte devant, c'est ressorti sur le côté. Le médecin m'a dit, je sais pas comment ça se fait que tu es encore là, parce que le dernier plomb, il passe à 9 mm de la carotide. Il me dit, t'as une étoile au-dessus de ta tête dans ton malheur, t'as vraiment de la chance. Et là, on prend un peu plus conscience de ce qui nous arrive. Je me rappelle que d'être paniqué, je me dis, mais il va revenir, hein, il me dit, non, vous inquiétez pas, il va pas revenir. Ils l'ont attrapé, les policiers l'ont attrapé, ils vont le mettre en prison. Et moi, je le crois pas. J'ai qu'une peur, c'est qu'ils reviennent et puis qu'ils me tirent dessus. Donc, c'est de l'angoisse
Les 3-4 premiers jours, c'est de l'angoisse, de l'angoisse. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis réfugié un peu dans le sommeil. Et il y a eu plusieurs opérations, il a fallu vous enlever tous les plombs, c'est ça? Quand je suis arrivé à l'hôpital, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont stoppé l'hémorragie. Ils m'ont fait une transfusion de sang, parce que j'avais plus de sang, il me restait apparemment 1 litre de sang. Alors que normalement, c'est quoi? Je pense qu'on en a à peu près 5 litres dans le corps. Et du coup, là, la première opération, ils me stoppent l'hémorragie. Ils me mettent des mèches de manière à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire après. Le lendemain, je me réveille. J'ai des pompiers autour de moi qui m'expliquent qu'il va falloir qu'ils m'emmènent à Paris, à Bichat, à l'hôpital Bichat, au service des grands brûlés. Parce que comme étant donné que c'est une blessure à bout touchant, le fusil a une énorme flamme qui est sortie, qui en plus de la blessure a brûlé tout ce qu'il y avait autour, comme un chalumeau, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous racontez cette scène? C'est de la colère, de la tristesse? Il y a de la colère, oui, il y a de la colère envers la personne, parce que en plus c'est une personne qui s'en fiche complètement. Et puis moi j'ai aussi de la colère envers moi, parce que c'est des choses qu'on m'avait prévenues, qu'on m'avait dit fais attention, c'est dans la vie les fréquentations. Puis moi j'ai toujours eu un peu le don d'attirer les personnes qui n'étaient pas forcément les meilleures, quoi. Donc en plus d'être victime, vous vous êtes senti coupable? Voilà, je me suis senti coupable parce que je me suis dit c'est moi qui est parti dans cette soirée. Étienne, ça vous fait réagir? Oui, mais sur le sentiment de culpabilité. Si on se sent coupable et on ne sait pas vraiment pourquoi, car consciemment, Johan sait qu'il n'y est pour rien, qu'il est pleinement victime. Mais c'est toujours une façon de faire du sens sur cet inexplicable. Pourquoi vous? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi cette soirée? Il y a comme ça un défilement de pourquoi. Ah bah oui, même. Et qu'à la culpabilité vient le besoin de punition. C'est-à-dire comme une façon, si j'ose dire, d'éponger la culpabilité, d'y donner du sens. Si ça m'arrive, c'est bien que j'ai dû faire quelque chose qui mériterait cela. C'est une façon d'expliquer. Et il faut souvent beaucoup de temps, justement, pour se rendre compte qu'on est coupable de rien, qu'on est victime, et pouvoir se reconstruire. On verra tout à l'heure si vous êtes conscient maintenant que vous n'êtes coupable de rien. Je suis pas sûr. Philippe, vous avez été donc victime d'un AVC. La majorité des gens qui font des AVC ont plus de quel âge, normalement? Les 3/4 des AVC touchent des personnes qui ont plus de 65 ans. Et donc vous, ça vous arrive un soir alors que vous avez... Ça m'arrive un soir, j'avais 43 ans, j'étais maire, je rentre de la mairie, on a fini. Le dernier conseil municipal du mandat et des 25 années qui venaient de... Ce contexte est important pour vous parce que... Oui, mon corps me disait tellement stop que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. 4 mois avant mon AVC, j'ai annoncé au maire de mon canton que je devais prendre soin de moi, qu'il fallait absolument que j'allège ma façon de vivre, que j'allais limiter mes activités. Sauf que j'étais président d'une intercommunalité avec plusieurs dizaines de collaborateurs et que j'avais une responsabilité humaine. Mais j'ai vraiment senti ce soir-là, j'ai senti le basculement, voilà, que c'était le dernier soir, que c'était fini, quoi. Et j'ai commencé, j'avais mal à la tête, j'étais pas bien, j'étais fatigué. Et je suis rentré à la maison. Vous faites un geste que vous ne faites pas d'habitude, c'est que vous retirez la clé de la serrure. Oui. Avant de me coucher, je ferme ma porte à clé, je laisse la clé dans la porte, comme nombreux le font pour la retrouver le lendemain. Je monte l'escalier, je m'arrête, et puis, c'est comme si j'avais eu un message, t'as pensé à la clé? Et machinalement, je me retourne, je redescends, je sors la clé de la porte. Et c'est un geste très important pour la suite. Je range la clé, je remonte mon escalier et je me réveille avec une envie de vomir assez violente. Je pose un pied par terre, je tente d'aller dans ma salle de bain et là, je tiens pas debout, je tombe, du coup je rampe, je vais vomir, je reviens dans mon lit, je me couche et là je me dis, là ça va pas, quoi. Et je fais 2 choses. D'abord, j'appelle le 15, machinalement. Donc, je tombe sur un médecin régulateur, je lui explique la situation. Il a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il me dit, je vous envoie les pompiers tout de suite.
J'ai appelé mon associé je lui ai dit, écoute, viens, parce que vraiment, je suis pas bien. Il a pu rentrer dans ma maison. Parce que justement, j'avais sorti la clé. Il est arrivé juste avant les pompiers, j'étais tout nu, et il m'a dit, écoute, rhabille-toi, je t'amène aux urgences. J'étais déjà parti, j'étais dans un monde, je flottais un peu. Et là, je lui ai dit, non, mais c'est pas la peine d'y aller, ouvre le portail, les pompiers sont devant. Et voilà, et donc vite les pompiers sont arrivés, m'ont mis dans l'ambulance, et là, par contre... c'était fini, je me souviens plus de rien. Ce que tu disais par rapport aux lumières à l'hôpital, j'ai juste ouvert un peu les yeux. J'étais sur le chariot, en avancée, comme dans un film, et je voyais les lumières se succéder. Et puis c'est tout, et je suis revenu à moi 15 jours après. Et parce qu'aujourd'hui vous faites de la prévention, il est reconnu aujourd'hui qu'il y a un état qui précède l'AVC. D'abord, ça n'arrive pas par hasard, hein, mais tout ce qui est hypertension artérielle, j'étais orange, rouge, malbouffe, j'avais pas le temps de manger, tout ce qui est exercice, j'avais pas le temps de faire de l'exercice, j'avais pas le temps de faire du sport, je travaillais trop. Et puis la tension, le stress, l'adversité. Si j'avais dû mettre tous les signes de l'AVC sur une feuille et cocher lesquels me concernaient, c'était bon partout, quoi. Voilà. Parce que, bon, vous n'êtes pas médecin, mais vous avez vécu les choses. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est l'AVC, en fait? Alors, l'AVC, c'est une veine du cerveau qui est à un moment donné obturée par un caillot qui empêche le sang de circuler normalement, sachant que le cerveau, forcément, a besoin du sang pour vivre. Donc, c'est un dysfonctionnement du cerveau lié à... l'obturation d'une artère, d'une veine qui l'alimente. Quel est le pronostic qui est fait à ce moment-là? Alors, je tombe dans le coma. C'est rude. J'ai fait un AVC sur le cervelet et ils se rendent compte que c'est perdu, que les dégâts vont être tels qu'il faut le laisser partir. Et puis... il y a ceux qui disent il a 43 ans, on ne peut pas le laisser partir, il faut tout tenter. Ça, vous l'apprendrez après? Oui, je l'ai appris après. Et vos proches, on leur dit quoi? Et donc, dans la discussion, l'équipe médicale décide de tenter le tout pour le tout. Il faut m'ouvrir le cerveau rapidement, me faire une décompression cérébrale, une ablation d'une partie du cervelet, sans quoi je suis de toute façon à 2 doigts de la mort cérébrale. Ils prennent cette décision, ils appellent ma sœur et ils disent à ma petite sœur écoutez, il faut que vous alliez réveiller vos parents, il faut venir. Pour une raison simple que j'ai comprise aussi après, c'est que si ma vie était perdue, même malgré tout, je pouvais permettre à des gens, à des pères de vivre. Avec le don d'organes. Et c'est la raison pour laquelle ils ont demandé à mes parents et à ma sœur de venir la nuit. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous formulez ces phrases-là, vous décrivez ce moment très très précis de votre existence? Je ressens 2 choses. D'abord, j'étais pas du tout conscient, j'ai pas vécu cet instant. J'ai compris après. Il y avait une souffrance très importante de celles et ceux, et mes proches, ma famille, qui ont vécu ça. On a dit à mon père que on allait peut-être lui sauver la vie, mais que de toute façon, il ne marcherait plus, que peut-être que votre fils aura des problèmes de déglutition importants, mais on ne le sait pas. Mais quoi qu'il en soit, il ne marchera plus, c'est fini. Donc aujourd'hui, vous pensez à leur souffrance à eux, finalement? Ouais. Réaction peut-être de Mina? Non, c'est vrai que pour les proches, c'est quelque chose de très compliqué. Violent. Oui, de très très violent. Parce qu'on rappelle qu'on vous annonce, vous avez une leucémie et il vous reste 6 mois à vivre. Donc s'arrêter à ce moment-là, effectivement, on a parlé de votre réaction, vous étiez abasourdi et votre maman était là. Et donc du coup, les proches réagissent comment? Alors déjà, mon mari, il a fallu lui annoncer, mais ça n'a pas été évident. Et du coup, en fait, il a rencontré ma généraliste et en fait,
Elle lui a annoncé les choses. Elle a dit ces mots? Oui, elle Il lui a reste 6 mois. dit, oui, il reste très peu de temps à vivre. Et là, ça a été aussi très, très, très dur pour mon mari, qui s'est un peu effondré. Et du coup, je le vois arriver tous les jours avec les choses que j'aime. Donc une rose, mon gâteau préféré. Tous les jours, il avait décidé de faire en sorte que... De dire je t'aime. Voilà. Je me rends compte de ça. Et chaque jour, à un moment donné, je me suis dit, je le prends dans les bras au bout de à peu près une dizaine de jours. Après 10 cadeaux. Voilà. Je le prends dans mes bras et je lui dis, non mais tout va bien se passer. Je vais me battre, je vais guérir, je vais faire en sorte que ça se passe bien. Donc ne t'inquiète pas. Et du coup, on a parlé très, 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 très longuement. Hein. Ça, c'est ce que vous lui dites pour le rassurer. Est-ce que c'est ce que vous pensez? C'est compliqué. C'est compliqué, mais en tout cas, j'avais eu le temps d'un peu réfléchir sur les choses. Et j'avais déjà commencé à organiser mon enterrement. Je voudrais leur dire de ne pas pleurer, je voudrais leur dire qu'ils sourient, parce que j'ai été heureuse de ma vie. Et je voudrais pas... voilà. J'ai écrit ce que je voulais qu'il se passe. Je voulais leur dire les messages que j'ai jamais dit. Jamais on pense à ça. Donc du coup, j'ai écrit ça. Je l'ai mis dans le livret de famille. Ça, c'est la première chose que les gens prennent pour aller à la mairie et déclarer... Qu'est-ce que vous ressentez quand vous le faites? Je me sens mieux. Plus je le faisais, plus je me dis, mais comment ça se fait qu'on le fait pas? Qu'on ne dise pas qui sont les gens les plus importants pour nous, ce qu'on veut pour comme musique, ce qu'on veut leur dire, tous les messages que je voulais dire un peu à tout le monde, et que ça soit lu par quelqu'un. Et du coup, ça a été pour moi, un soulagement. Pour moi, après, je pouvais me consacrer à me bagarrer, à faire des choses. Même si je savais que ça allait se terminer, mais vous en dire tout que cas... vous êtes familiarisé avec cette idée? Oui. Il ne me reste que 6 mois. Oui. C'est une phrase que vous avez dû vous répéter. Oui, pour moi, je passais pas Noël et jour de l'an. Donc quand j'ai réglé l'histoire de l'enterrement, de dire tout ce que je voulais dire un peu, j'ai de suite pensé à mes enfants en me disant, mais comment je vais faire pour leur dire ce que je veux leur dire, tout l'amour que je leur porte, pourquoi ils sont là, tout ce que j'aurais voulu leur dire quand ils seraient petits, adolescents, grands, quand ils se marieraient ou pas, enfin, bref, tout ce que j'imaginais et tout ce que j'aurais voulu faire avec eux. Tout ce que je voulais leur transmettre, la musique, le théâtre, la peinture, enfin tout ce que j'aimais, leur dire qui j'étais, d'où je venais, et il me semblait que il y avait que moi qui pouvais leur dire les choses. C'était un peu comme les prendre dans mes bras chaque jour et leur dire les choses. Quand vous écrivez à vos enfants, ça dure combien de temps? 4 mois. Et pendant 4 mois, la sensation que vous avez en le faisant, c'est quelque chose qui est une forme de soulagement? Oui. Oui, parce que je rentre dans une introspection. C'est-à-dire, je réfléchis sur moi-même. Tout prend du sens, tout a une saveur particulière, et ça m'aide tous les jours à voir le soleil se lever, à voir les choses briller. Je me souviens des messages que ma grand-mère me disait. Elle me disait, il faut apprécier chaque jour, il faut apprécier chaque seconde, il faut apprécier la musique qui passe, il faut apprécier les bruits des oiseaux que j'entendais. Donc ça, c'est ce qu'on devrait faire. Exactement. Et qui est difficile à faire dans la vie quotidienne. Et là, d'un seul coup, ça devient quelque chose de d'un naturel. seul coup, tout prend sens. Tout devient essentiel. Mais pourquoi, Étienne? Pourquoi ce scandale? Oui. C'est souvent ce qui se passe parce qu'on est pris dans la vie quotidienne, dans ses projets, dans son travail, que c'est parfois difficile de se réjouir, qu'on vit dans un monde difficile et que là, on remet tout en perspective. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. J'ai compris que finalement, on m'avait transmis des choses. Je les appliquais pas forcément. Et que j'ai vraiment les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, que tous les sens soient là. Les goûts, tout prend vraiment un sens extraordinaire, alors qu'avant, je survolais tout ça. Je crois que la plus merveilleuse des choses, c'est de transmettre et de sourire aux autres et faire que les sourires s'interchangent comme ça. Et ce qui est fou, c'est que quand vous racontez ça, vous avez l'œil qui pétille.
Et donc, c'est 6 mois d'introspection dans l'urgence, avec une profondeur extrême. Mais ce que vous n'avez pas encore dit, c'est que ça se passe dans un état physique particulier. Tout à fait. Je suis alitée parce qu'en fait, le médecin se renseigne. Il y a une nouvelle thérapie ciblée qui arrive. Donc, on passe de rien du tout à quelque chose. Mais je vois dans leurs yeux, dans le monde médical, que c'est compliqué. Mais je bénéficie quand même de cette révolution, cette thérapie ciblée est quelque chose d'incroyable dans le cadre de la leucémie par voie orale. Donc on est à la maison, on est alité et il faut prendre tout seul ce traitement qui va m'affaiblir, me rendre dans un état très compliqué. Je suis alitée et je suis en chaise roulante. Et donc en fait, j'écris mon livre dans cet état-là, en sachant aussi que l'ordinateur n'était pas non plus, il y a 15 ans en arrière, n'était pas la chose que je connaissais le plus. Et donc, je demande à une association de venir pour me former à l'ordinateur, à Internet, tout ça. Donc, soif d'apprendre, même s'il me reste très peu de temps à vivre, pour pouvoir transmettre, mettre en place tout ce que je peux pour que les choses se fassent dans cette urgence-là. Alors, vous nous raconterez comment ces 6 mois se sont prolongés, comment vous les avez vécus. Et est-ce que finalement, cette nouvelle saveur de l'existence est quelque chose qui continue après, ou est-ce que finalement, le quotidien reprend le dessus? Johan, dans votre récit, donc on se rappelle que vous vous êtes retrouvé dans une soirée, vous avez 18 ans, des gens que vous connaissez à peine, et là, ça part en vrille. Il y a une arme qui a été volée et quelqu'un qui vous tire à bout portant. Vous êtes à l'hôpital, vous allez vous réveiller du coma. Oui. Et là, vous découvrez qu'il y a des conséquences physiques. Oui. Les 2 bras ne fonctionnent plus. Les 2 bras ne fonctionnent plus, je ne peux pas bouger. Donc, ils m'ont mis tout ce qui était minerve pour éviter d'abîmer le cou plus qu'il l'était. J'aurais demandé si j'allais pouvoir remarcher, si j'allais pouvoir rebouger. Donc là, ils me le disent qu'ils ne savent pas. Seul le temps pourra dire si je pourrais remarcher ou rebouger les bras. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous entendez cette phrase? J'y crois pas trop. Du coup, je vis au jour le jour parce que chaque jour, on vient, on vous lave. Donc, au niveau de sa fierté, on en prend un coup aussi. On vous lave, on vous nourrit par perfusion parce que je pouvais pas m'alimenter. Puis, au bout de quelques semaines, j'ai mon petit doigt qui commence à bouger, légèrement. Donc, je sollicite le petit voisin qui est à côté. Je lui dis, s'il te plaît, peux-tu sonner? Parce que j'ai l'impression que je commence à bouger. Donc là, les infirmières viennent assez rapidement. Et là, ils me disent, étant donné qu'il y avait quelques douleurs, ils savaient que normalement, quand on a de la douleur, c'est que c'est bon. Mais ils ne voulaient pas se prononcer. Et qu'est-ce qui se passe à partir du moment, parce que vous dites qu'il y a une sorte de flottement, vous n'avez pas dit désespoir, mais flottement, vous êtes perdu. Et quand le doigt commence à bouger, d'un seul coup, ça provoque quoi? Oui, tout de suite, je reprends la pêche. Puis je suis entouré. Je suis entouré par les personnes qui m'ont élevé, la famille d'accueil, ses enfants, qui ont très, 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 très proches, leur gendre. J'ai ma filleule aussi qui vient, j'ai ma compagne. Tous ces gens-là sont tous autour de moi en train de me remplir d'espoir. Donc, c'est pour ça que je me bats, quoi. Du coup, il faut leur rendre la monnaie de la pièce. Et quelle est leur attitude, justement? Parce que... Moi, je me fais engueuler, déjà. Je me fais engueuler. On t'avait prévenu qu'il fallait faire attention, faut... C'était absolument ce que tu voulais entendre. Voilà. Vous qui vous sentiez coupable. Oui, en plus. Ça vous va de vous faire engueuler à ce moment-là? Donc, ce qui me fait mal aussi, c'est de voir les gens pleurer pour moi. Ouais. C'est pas normal, quoi. Je leur dis, ne pleurez pas, ça vaut pas le coup. Parce que là, j'ai perdu quand même... je faisais à peu près 67 kilos. Au bout de 3 semaines d'hospitalisation, on m'a repesé, j'en faisais que 47. Donc là... oui, c'est quand même, pour les proches, c'est choquant. Et pour vous, qui avez 18 ans, oui. Donc vous dites, une des premières questions, c'est qu'est-ce qui va m'arriver, quel est mon avenir? Et à partir du moment où la rééducation commence, d'un seul coup, ce qui devient important, c'est quoi pour vous? Moi, ils sont venus, au niveau du kiné, ils m'ont dit, on va te réapprendre à marcher. Je lui ai dit, moi, il n'est pas question de m'apprendre à marcher, je sais très bien marcher. Donc elle a rigolé un petit peu, elle m'a dit, de toute façon, tout le monde réagit comme ça, plus ou moins. Donc j'ai essayé de me lever, mais c'était quand même compliqué. Donc là, ils m'ont aidé à me lever. Je me suis mis sur le bord du lit. Et là, à peine assis sur le bord du lit,
J'avais qu'une envie, c'était de me réallonger parce que ça, j'en pouvais plus. J'avais la tête qui tournait, j'avais des nausées. Là, on se dit, va falloir que je me batte, quoi. Va falloir que vraiment que... C'est une impression de recommencer à zéro? Oui. Oui, parce qu'il faut tout réapprendre. Et tout réapprendre, mais en plus maintenant avec l'handicap. Et vous êtes beaucoup plus jeune que Mina au moment où ça vous arrive. Est-ce que vous êtes préoccupé finalement par le quotidien, la survie, ou est-ce qu'il y a aussi une introspection? Je me rends compte de certaines choses. Hein. C'est-à-dire tout ce qui est donc, la famille. Hein. Moi, j'étais le petit gars qui, à peine fini de table, je demandais à sortir de table. Dès que je pouvais m'en aller avec les copains, je pensais qu'à ça. Suite à ça, non, du coup, on se rend compte que tout ce que les anciens nous disent, en fin de compte, ils ont raison, quoi. Profite de ta famille. Bon, c'est bien d'avoir des amis aussi, mais faire attention à ses fréquentations. Moi, pour moi, tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Et au final, non, pas du tout. C'est plein de petites choses. Bon, après, ça vient pas d'un coup, hein, parce que ça a mis 2 ans avant de pouvoir récupérer, on va dire, 70% de ma capacité que j'ai aujourd'hui. C'est pareil, quand c'est votre compagne qui vous lave, c'est pas très agréable. Donc là, je me suis dit, il faut vraiment que je change et puis que je... L'objectif, c'est l'autonomie. Voilà. Parce que je suis toujours obligé de solliciter donc soit ma compagne, soit ma sœur. C'est pas facile, quoi. Puis bon, la douleur est toujours là. Je me plains régulièrement. Suite à ça, il a fallu qu'ils me mettent un traitement assez lourd et qui était tellement lourd que je sentais plus mes jambes. Donc en plus de réapprendre à marcher, je sentais pas les gestes que je faisais. Donc arrivé un jour, j'ai dit bon stop, je ne prends plus de médicaments. J'ai moi-même arrêté les médicaments. Et puis là, je me suis mis à fond dans ma rééducation. Donc c'est quoi votre moteur pendant tout ce temps-là? C'est ma sœur. Ma sœur, elle est ma compagne. Alors ma sœur, elle me laisse pas le temps de m'endormir. C'est on va là, on fait ci, tu vas au kiné. Parce qu'il y aurait que moi, sinon au début, c'est vrai que je me laisse un peu aller. Elle vient me réveiller le matin. Pendant 1 an et demi, vous n'allez pas vous voir dans le miroir. Ah non, Alors qui a choisi ça? Moi, personnellement, déjà, même les infirmières m'avaient dit moi, je vous conseille vraiment pas de regarder. Parce que c'est pas joli pour l'instant. J'ai regardé quand même une fois, légèrement. Et ça m'a impressionné parce que c'était rouge. Au début, c'est très rouge. J'ai une cicatrice qui avait 70 agrafes, donc sans compter les points réservables, qui part de la cicatrice, elle part d'ici. Elle vient jusqu'ici. Et elle redescend tout en bas, quoi. Mais à 18 ans, pendant 1 an et demi, de ne pas se regarder dans la glace, c'est rare. Oui, je me laissais aller, de toute façon. Bon, après, un jour, je me suis dit, bon, vas-y, t'as ta copine, va peut-être falloir s'y remettre un petit peu, quoi. Pas dire se faire beau, mais prendre soin de soi, quoi, voilà. Ouais, c'est un peu... Puis bon, là, du coup, quand j'ai fait ça, petit à petit, j'ai repris confiance un peu. De toute façon, qu'on l'accepte ou pas, je me suis dit, ça ne changera pas. Et donc, vous êtes passé par une période d'acceptation? Ah oui, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. Bon, entre deux, il y a eu beaucoup de chemin à faire. Hein. Moi, je me suis mis un petit peu dans la drogue. J'ai bu de l'alcool. J'aurai un épisode dépressif? Voilà, oui, il y a eu un épisode. À quel moment, du coup? On le sent pas. Moi, je l'ai pas senti venir. Je l'ai pas senti venir parce que ça a été petit à petit. Alors, mais quand on s'en rend compte, il est trop tard. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Je me retrouve à boire des fois en cachette même. Là, du coup, c'est en plus reproduire ce que mon père avait fait quand j'étais petit. Donc, c'était la chose que je voulais pas faire. Et puis, je me suis fait prendre à mon propre piège, quoi. Étienne, un mot sur cet épisode de la vie de Johan? Ce que pose Johan, clairement, c'est le statut du corps. Comment apprendre à vivre avec ce nouveau corps qu'on n'a pas choisi, ce corps diminué, ce corps handicapé. La question de la cicatrice, la question du corps étranger. En même temps, on y tient, et en même temps, on aimerait qu'elle ne soit pas là. Et puis, la douleur comme cette expérience de sentir son corps en plein. Quand on a le doigt coincé dans une porte, on n'est pas en capacité de pouvoir... réfléchir. Tout ceci est très, très difficile. Et... Donc, qu'il y ait un épisode dépressif, ça ne vous étonne pas? C'est pas forcément, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est pas forcément négatif, la dépression.
Pourquoi? Parce que c'est ce temps de pause, c'est ce temps où le sujet est comme sommé de se poser la question du sens de son existence. Il n'y a pas de dépression au moment de l'annonce de la maladie. On est dans d'autres phases, on est dans autre chose. On voit bien avec Mina, elle écrit un livre, voilà, elle est active, elle est... la dépression, c'est quand le plus dur est passé, si j'ose dire. D'ailleurs, cliniquement, on observe qu'en temps de guerre, il n'y a pas de dépression. Voilà. C'est après. C'est après. Et je vous vois hocher de la tête, Philippe, quand vous entendez ça. Oui, parce que j'ai connu dans mon chemin toutes les phases. La phase de dépression, qui, je pense, est salutaire. Effectivement que c'est salutaire, parce qu'on a la possibilité de rebondir, d'accepter, d'entrevoir ce que peut être le lendemain. Alors le lendemain, c'est important parce que quand on s'est arrêté finalement dans votre récit, vous faites un AVC, vous avez 43 ans, et on dit à votre famille, écoutez, il faut penser aux dons d'organes, et vous êtes dans le coma. Donc à ce moment-là, on prépare votre entourage au pire. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous rêvez dans quel état? Entre le moment où je suis sorti de ce coma et le moment où véritablement j'ai été en mesure de comprendre, il s'est passé plusieurs jours malgré tout. Et plusieurs jours où je ne tenais pas debout, donc il me prenait pour aller à la douche, pour aller aux toilettes. Donc l'intimité... alors, moi je n'avais pas cette notion d'intimité, J'étais une masse, quoi, dénuée de tout sentiment, de honte, le regard des autres. Et puis, à un moment donné, vous comprenez les choses. J'étais resté au fait, lorsque les pompiers sont venus chez moi et que j'ai appelé au secours mon associé, je lui dis, je crois qu'on est mal barré, quoi. Je crois que, et vous dites « on » à ce moment-là? On est mal barré? Je dis « on », je dis pas « je », oui, je devrais dire « je ». Non, mais pourquoi? Parce que moi, j'ai le sentiment de ne pas être tout seul. J'ai cette main qui m'a permis de vivre ça. Alors, à quel moment? Lorsque j'étais en train de mourir dans le coma, c'est intéressant ce jeu et ce on d'ailleurs. Lorsque j'étais dans le coma et que je me suis senti partir, je sentais que je partais, que je me noyais, que je mourais, que je m'éloignais du monde. J'ai senti cette main qui m'a dit « Non, Philippe, tu restes là ». Et donc j'ai le sentiment que cette main est là avec moi pour me protéger. Et elle me protège tellement qu'elle m'a accompagné dans mes phases de reconstruction. C'est-à-dire ? Je suis allé à pied, par exemple, à Saint-Jacques-de-Compostelle et à Cap-Fisterra, sur une démarche qui est plus spirituelle, parce que j'avais besoin de comprendre où j'allais, donc pas religieuse. Et quelque part... je suis allé sur ce chemin comme je serais allé chercher mon pain à la boulangerie. C'est-à-dire que je ne connaissais pas le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, je ne connaissais même pas la distance. Je n'avais jamais marché. Il y a 1143 Vous kilomètres. avez fait les 1143? Oui, en fait, j'ai fermé le portail chez moi et j'ai pris mon sac à dos et je suis parti. Et il n'y a plus de notion de temps. Alors, dans votre cas, parce qu'effectivement, dans le cas de Mina, il y a l'annonce. Oui. Et puis, il faut vivre avec cette annonce. Et effectivement, Mina donc, va se mettre à écrire à ses enfants, va penser à tous les détails de son enterrement et va se mettre à ressentir les choses. Dans votre cas, on n'annonce pas pour 6 mois, on annonce qu'il ne va pas s'en sortir. Non. Ça, c'est votre famille qui vit ça. Vous vous réveillez petit à petit, parce que là, on a fait une ellipse jusqu'à effectivement cette randonnée, mais du coup, vous réalisez assez vite que c'est grave. Oui. Et puis, à quel moment vous surprenez le corps médical? Lorsque le médecin vient me voir et qu'il est abasourdi de voir que d'abord je le regarde et je lui parle et que ces gens-là m'ont sauvé la vie, quoi. Et que quelque part, si je suis là, c'est grâce à eux. Je le vois dans leur regard, je le vois dans le regard du neurochirurgien, je le vois dans le regard du médecin, du neurologue, que ils sont éberlués de voir ce à quoi... Vous voyez un regard éberlué? Ben oui, je vois des gens qui sont... c'est-à-dire que la discussion qui a eu lieu quelques jours avant, c'était mon père qui venait leur dire « Si vous voyez que mon fils risque de devenir un légume,
surtout débrancher la machine. Ne le laissez surtout pas devenir comme ça. Donc, ils Qu'est-ce étaient... que vous ressentez quand vous repensez à cet échange? J'ai une chose, suite au coma, mon père et mes parents sont rentrés dans la chambre. Mon père était en... Pardon. Mon père était en larmes. Bon, pardon. Je suis désolé. Pas de mal, faut respirer. Mais pleurer, c'est se rendre compte. Hein. Oui, mais... Oui, c'est ça. Pleurer, c'est se rendre compte. Voilà la phrase que je... Non, mais c'est ça. Mon père était en larmes, mais mes parents, mes parents ont 80 ans, donc ma mère était... j'ai 2 de mes frères qui sont morts. Donc, 3, c'était pas possible. Donc, ils étaient là... on leur avait annoncé que c'était fini et qu'ils étaient face à leur fils et que c'était assez incroyable. Et moi, je voyais leur tristesse et leur désarroi. Donc, je culpabilisais de quelque part de les rendre malheureux. Voilà. Donc, c'était plutôt ça. Excusez-moi, quoi. Il n'y a pas à s'excuser. Non, mais... Hein. J'ai face à moi 3 victimes et j'ai surtout face à moi 3 vivants. Voilà, et qui viennent ici pour témoigner de quelque chose. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont, même si c'est pas les mêmes histoires, il y a énormément de choses qui sont les mêmes. Vous pensez à quoi? La culpabilité déjà de devoir faire subir aux autres. Parce que moi j'étais quand même... je suis arrivé à l'hôpital de Paris, normalement j'habite près du Havre, ça fait près de plus de 200 km. Mon beau-frère, ma sœur, ils ont pris des jours de congé. Ça leur a coûté des sous de prendre le train. Ils ont tout mis de côté pour s'occuper de moi. Est-ce que je le méritais de leur faire ça? On s'est déjà occupé assez de moi comme ça, je pense. Donc, j'ai pas lieu d'embêter les gens encore plus, quoi. Enfin, c'est dérangeant. Vous réagissez comment quand vous entendez cette phrase? Moi, j'avais la culpabilité de pas donner une mère à mes enfants. Donc, c'était très difficile. Et c'était difficile aussi d'entendre dire par ma mère qu'elle aurait voulu que ce soit elle qui ait quelque chose, puisqu'elle était âgée, et que ça soit pas moi. C'était pas dans l'ordre des choses. Alors, Mina, on a expliqué qu'effectivement, les médecins vous donnent 6 mois, vous avez une leucémie, vous prenez ces dispositions pour vos obsèques, vous écrivez à vos enfants, et puis vous allez être confronté à un choix à un moment donné, parce qu'on va vous proposer de changer de traitement. Donc un traitement qui a l'air de fonctionner pour un traitement qui n'a jamais été éprouvé. La recherche a été vraiment formidable. Donc du coup, j'ai un traitement... qu'on dit révolutionnaire, mais qu'on ne connaît pas, dont on ne sait rien. Et du coup, je le prends et il va me maintenir alité pendant 6 ans. Et en fait, je vais vivre mon premier jour de l'an de façon extraordinaire. Parce que même si je suis alitée, et si j'ai pas le droit de prendre des anti-nauséeux, des anti-vomitifs, des antidouleurs, des antidiarrhéiques, parce que c'est à ce prix-là que les choses vont peut-être avancer. C'est des moments qui sont très durs, mais à la fois qui sont incroyables, parce que chaque jour, je vis. Je renais à ce moment-là. C'est en plus Pour moi, c'est le le jour de l'an où vous oui. ne pensiez pas être. Tout à fait. Pour ce jour de l'an, je ne devais pas être là, en 2004. Donc, c'est travailler sur la douleur, c'est réfléchir sur plein de choses tous les jours. Par exemple, une gastro pendant 3 jours, c'est une chose. Supporter-la pendant 6 ans, c'est épuisant, c'est insupportable. Donc, il faut tenir tout ce temps-là. C'est quelque chose de compliqué. Et puis, chaque fois qu'on voit une infirmière, le kiné, qui, quand je leur dis la pathologie que j'ai, baisse le visage et me disent « Oh là là », donc il faut chaque fois dire « Non, mais c'est bon, je vais m'en sortir ». Il faut que je convainque un peu les gens. Pour eux, vous êtes en sursis, c'est ça? Ah, pour eux, c'est la leucémie qu'il ne faut pas avoir. Qu'est-ce que vous ressentez ou qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ces regards comme ça où finalement vous sentez de la compassion,
de la pitié, ils sont navrés, ils savent. À un moment donné, vu tout ce que je vis, les choses se structurent, puisqu'on est 700 cas à être diagnostiqués cette maladie par an, et 700 cas à mourir. Et ensuite, grâce à cette thérapie ciblée, les choses avancent, et donc je suis accueillie par un nouvel hématologue. Et cette nouvelle hématologue m'accueille, je suis en chaise roulante, et elle me dit nous allons vieillir ensemble. J'étais avec mon mari, on s'est regardés et on s'est dit elle me donnait un autre espoir, un horizon différent. Un horizon, une perspective de vie qui est tout à fait différente. Et elle me dit que les choses avancent et qu'elle peut me proposer dans quelques temps peut-être une seconde thérapie ciblée. Je l'attends, hein, mais lorsqu'elle me la propose, je mets 6 mois à réfléchir parce que c'est compliqué, c'est difficile, douloureux de passer de ce bourreau à cette seconde thérapie ciblée qui est annoncée supérieure, annoncée avec moins d'effets secondaires, mais en même temps la première, même si c'était mon bourreau, elle m'a tenue vivante et elle m'a permis surtout de voir grandir mes enfants. Et il faut que je prenne cette décision. C'est de peser le pour, le contre. Et effectivement, je ne peux pas rester comme ça, en étant alité à vie, c'est pas possible. Donc je décide de me lancer dans le vide. Là, les choses ont complètement changé, puisque en 10 jours, je suis debout. Alors que vous étiez dans un fauteuil roulant. Alors j'étais allongée. Vous vous rappelez de cette sensation? Ah oui, complètement. Je voyais de jour en jour les choses s'améliorer. Les effets secondaires qui s'amenuisent petit à petit. J'ai d'autres effets secondaires. Mais... Est-ce que c'est la première chose que vous faites lorsque vous êtes debout? Quand je suis debout, la première chose que je fais, je dis à mes enfants, je vais vous emmener au parc. Ils m'ont pas cru. Et c'est pas quelque chose de particulier ce jour-là ou pas? Oui, c'est pas quelque chose de particulier. C'est ma petite fille, elle a trouvé une coccinelle, elle me l'a donnée, elle m'a dit maman, elle te portera chance. Et quand elle me donne cette coccinelle, 2 mois plus tard, je crée l'association LMC France. Alors on va en parler effectivement tout à l'heure de ce que vous faites avec cette association. Et du coup, aujourd'hui, comment vous allez? Mais écoutez, je vais bien. Et surtout, depuis 4 ans, j'ai pris un autre pari. C'est qu'on m'a proposé un protocole d'arrêt de traitement, quelque chose qui n'était absolument pas imaginable il y a 15 ans, puisque c'était la thérapie à vie. Il y avait 50% de chances que ça fonctionne, 50% que ça ne fonctionne pas. Je le savais. J'ai mis encore 6 mois pour réfléchir. C'est difficile parce que je passe quand même d'un traitement à rien du tout. Très compliqué comme réflexion, comme décision. Et du coup, là, je saute dans le vide. Sans encore parachute. Oui. Je l'ai pris et puis ça fait 4 ans que je suis toujours en rémission complète. Comme si j'avais subi une greffe, mais sans greffe. Et ça encore, c'est pas explicable hein, par la science. Ils sont en train de réfléchir et de travailler là-dessus. Et d'une maladie mortelle, on est passé à une maladie chronique. Vraiment, elle porte bien son nom. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, votre histoire, pour vous? Elle me dit que tout est possible, que vraiment... je pense que pour moi, l'essentiel a été vraiment l'espérance, l'espoir. Ça a été de tenir et de voir à la fois dans les yeux de mes proches, dans les yeux des médecins, dans les yeux des chercheurs, que l'être humain, quand il veut faire quelque chose, il peut aller jusqu'au bout. Philippe, vous aussi, vous avez vu les yeux des médecins et le regard changer. Ce que je leur dois tout, mais comme ce que vous dites, Mina, c'est que quelque part, ils ne se battent pas pour rien, ils ne cherchent pas pour rien, ils ne soignent pas pour rien, ils n'interviennent pas pour rien. Et quelque part, on leur apporte aussi
la preuve qu'ils ont raison de se battre, le sens de leur action. Alors, on verra effectivement ce que vous faites aujourd'hui, parce que vous êtes dans la transmission, dans la prévention. Mais là aussi, quand vous racontez votre histoire, vous réalisez ce que vous êtes en train de raconter. Au fond, qu'est-ce que votre histoire nous dit ? Moi, la deuxième chance, cette deuxième vie, je crois que j'ai personnellement une mission à accomplir qui vient dire merci aux médecins aussi qui m'ont sauvé. Je crois que c'est pas pour rien. Et à la fois, vous-même, sauver des vies en faisant de la prévention. J'essaie. Bon, on va voir effectivement comment vous y prenez et qu'est-ce que vous avez à nous dire, parce que vous êtes convaincu qu'en ayant quelques informations, on peut effectivement prendre moins de risques. Donc, je suis impatient de connaître ces informations. Johan, là aussi, quand vous le dites, je pense comme ça, à brûle-pourpoint, dans un dîner, vous dites, bah voilà, on m'a tiré à bout portant avec un fusil. Personne ne peut imaginer que vous avez traversé ça. Bah, on évite de le dire quand même. Mais bon, bah, c'est vrai que la curiosité, il y a des gens, ils sont souvent la curiosité. Donc, ils se pensent souvent que c'est un accident de voiture. Ça m'arrive souvent de mentir. Mes enfants ne le savent pas. Ils ne le savent pas, donc ils vont l'apprendre bientôt. Mais de toute façon, il était arrivé un moment, il était temps aussi de leur dire, parce qu'ils ont le droit de savoir aussi. Et vous veniez de rencontrer quelqu'un juste avant cet accident. Oui. Et évidemment, un événement comme celui-là peut avoir l'effet contraire, peut faire en sorte que elle était très très courageuse parce que beaucoup de personnes auraient dit bon bah c'est trop dur quoi. Et moi il fallait s'occuper de moi presque tout le temps quoi. Au début il fallait me donner à manger, donc il fallait m'habiller, il fallait me laver. En gros, j'étais un boulet, quoi. J'étais le boulet. Hein. Et donc, elle est toujours là, 2 ans plus tard. À l'heure d'aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Et on a 2 enfants. Et puis, on se projette de se marier aussi par la suite. Elle a un petit message pour vous. D'accord. C'est là. Coucou mon amour, juste pour te passer un petit message pour te dire que je suis fière de toi, malgré toutes les épreuves que tu as surmontées dans ta vie. Je suis ravie de faire partie de ta vie et d'avoir eu 2 merveilleuses filles ensemble. Reste comme tu es, ne change pas. Bisous, papa. Merci. Alors là, c'est... Vous m'avez bien eu. Donc vous vous sentez coupable, mais elle est fière de vous. Ah bon. C'est cool. Excusez-moi. Vous en doutiez qu'il était fier de vous? Bah, pas trop, enfin, je sais pas. Parce que j'essaye de travailler dur pour ça, mais... Excusez-moi. Qu'est-ce qui est émouvant pour vous? D'abord, rappelez-vous ce qu'a dit Étienne. Hein. C'est se rendre compte. Oui. Dit tout à l'heure. Elle est pas trop démonstrative, donc je le sais que parce que bon, on reste pas avec des gens pour rien, mais les actes sont là. Voilà. Mais ça me touche énormément parce que elle est pas démonstrative et elle fait beaucoup d'efforts aussi, quoi. Et je suis content. Pour vous, votre histoire, qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est un peu compliqué. Hein. Vous voyez quand même miraculé? Bah oui, c'est clair. Hein. De toute façon, c'était pas possible de s'en sortir normalement. Et alors d'aujourd'hui, je marche. Même si j'ai un petit handicap, je profite de la vie, quoi. Je peux marcher, je peux courir, je peux bouger mes bras. Normalement, les bras, j'aurais même plus dû les bouger, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est une bonne leçon aussi que j'ai pris. C'est une très bonne leçon. Bon, après, j'aurais pu m'en passer. C'est quoi la leçon d'ailleurs? Elle dit quoi, la vie? De faire attention. Moi, personnellement, c'est de prévenir les enfants de tous les risques qu'il y a, de sortir dehors, d'écouter les parents, d'écouter les conseils des anciens, de tous nos proches. Souvent, de ne pas en faire qu'à sa tête. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas assez de prévention. Il n'y a pas assez de messages comme ça pour vraiment comprendre, quoi. Et on n'a pas dit, mais celui qui a tiré a été jugé? Il a été jugé. Et ça a été en sa faveur parce que le monsieur m'a porté à l'hôpital. Donc, voilà. Donc, il a dit qu'il n'en avait pas fait exprès. Ouais. Mais votre conviction à vous, c'était une intention ou c'était de la bêtise ou l'alcool ou... C'était du vouloir faire le grand, vouloir faire son grand, et puis peut-être impressionner les autres ou je sais pas.
Parce que moi, j'ai entendu, il y a pas très longtemps, qu'il se vantait qu'il avait tiré sur quelqu'un, quoi. Donc c'est du total ridicule, quoi. Donc c'est la bêtise. Et c'est de la fierté encore, même. Donc c'est du n'importe quoi. D'enlever la vie de quelqu'un, d'être fier d'enlever la vie de quelqu'un, c'est... Je vais vous montrer un reportage sur quelqu'un qui lui-même se voit comme un survivant. Et vous allez voir ce qu'il fait de sa vie, de cette deuxième vie. Mais auparavant, Étienne, je voulais vous entendre finalement sur ces 3 histoires qui sont extraordinaires au sens étymologique. Oui, trois survivants, 3 façons de vivre aussi la survivance. On voit que vous en êtes pas peut-être au même point aussi, chacun de votre parcours. Ce qui est sûr, c'est que la maladie ou l'événement traumatique fait se jouer quelque chose de la solitude, ou même si on est très accompagné, vous avez beaucoup insisté sur le côté infantilisant aussi du médical, un corps complètement exposé, comme un corps de tout petit, les couches, voilà, tout, question de la fierté. Et ben, de même qu'on est seul quand on dort, on est seul face à la maladie. Voilà, ça touche à quelque chose de personnel. Moi, j'avais une question pour Mina, spécifiquement. Ce qui m'a frappé, c'est la récurrence du chiffre 6. 6 mois à vivre. Et puis, il y avait 6 mois pour prendre cette décision. Puis après, il y avait 6 ans. C'est vrai. Alors, je me demandais s'il y avait 6 points dans votre coccinelle. Oui, je crois. Sérieux? Oui, je crois. C'est vrai qu'on m'a toujours dit que le 6 y revenait souvent, et ouais, je sais pas pourquoi. Et que si j'osais un truc de psy, sans mauvais jeu de mots, 6 mois, la question de la survivance, du mois sous caution, qu'est-ce qu'on fait le jour d'après aussi? Et c'est tout le chemin aussi que vous avez à vivre aujourd'hui, où plus rien n'est comme avant, mais où le quotidien se réinstalle et où vous êtes maman... Voilà, la question de la politique pour vous, je ne sais pas si... Voilà, et puis la question, vous, avec ce projet de mariage. Et puis chacun témoigne, alors vous, dans des associations, vous aussi vous témoignez, car vous annoncez à la télévision, voilà, quelque chose aussi pour vos enfants. Voilà. Qui est une manière aussi de ne pas avoir honte de ce qui vous est arrivé, et de ne pas vous sentir coupable. Moi, j'ai accepté, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai accepté... J'ai pris conscience aussi de ce qui m'était arrivé, parce que, comme je vous disais avant, j'ignorais le sujet, je voulais pas me rendre compte. Mais arrive un moment, c'est vrai que si on veut avancer, on est obligé d'accepter la chose. Et donc, ce qui me permet maintenant de réussir à avancer. J'essaie de me former de manière à pouvoir avoir un nouveau métier, et puis élever mes enfants et m'occuper de ma compagne au maximum, quoi. Vivre une vie comme tous les autres. Et je pense que le fait, par contre, d'avoir eu un problème comme ça, je ne sais pas si pour vous, mais je trouve que la vie est plus belle maintenant pour moi, personnellement. C'est certain. Peut-être que vous êtes passé du stade de vivre c'est biologique, à exister. Exister, c'est donner une réponse personnelle au pourquoi on est sur Terre. On n'a pas choisi de naître, on sait qu'on va mourir. Qu'est-ce qu'on fait entre deux? Voilà, on doit choisir la vie. Puis profiter de... Je sais pas, de rien qu'une fleur, moi je trouve ça joli. Effectivement, la vie est plus belle, les détails vous comptent aujourd'hui. Ah oui, les détails. Et avant, c'était... on n'y prête pas attention. On survit et vous avez dit, c'est certain. Vous confirmez? C'est certain. À quoi vous pensez quand même? Ah, mais c'est vrai que... C'est vrai qu'on existe, en fait. Et cette existence prend sens tous les jours. Donc, c'est vrai que le chemin compte. Alors qu'avant, on est sur des autoroutes, on est lancé à vive allure. Alors que là, vraiment, pour moi, c'est vraiment un chemin que j'ai pris. Et ce chemin, il est tous les jours. Et c'est voir tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure. Vous êtes en pleine conscience. Complètement. J'existe vraiment. Donc ça, voilà. Ça, c'est vraiment le message clé. Philippe, donc vous aussi, vous êtes plus attentif aux détails. C'est-à-dire que j'ai compris une chose, c'est qu'on décidait de rien. La seule chose sur
sur laquelle on peut agir, c'est ce que l'on fait de sa vie et ce que l'on vit sur l'instant présent. C'est pas ce qui se passera demain, c'est surtout pas ce qui s'est passé hier. C'est le fait de vivre pleinement les choses. Au final, il y a une chose que l'on ne maîtrise pas, c'est le temps. Ça peut s'arrêter, ça peut s'arrêter ce soir, ça peut s'arrêter demain. Et il faut être heureux de ce que l'on fait de cet instant, de comment on est avec les gens, de ce que l'on fait de sa vie. Moi, j'ai une chose suite au coma, c'est que maintenant, j'ai plus peur de rien. J'ai lâché prise et j'ai confiance. Oui. Voilà. Alors, je voudrais vous proposer un reportage sur un homme qui, comme vous, est un survivant. Donc, il s'appelle Joe et sa détermination a changé son destin. Sa vie a basculé à l'âge de 20 ans suite à un accident. Les médecins lui ont annoncé qu'il ne pourrait plus jamais marcher. Mais c'était sans compter sur sa combativité parce que, contre toute attente, figurez-vous, il a accompli des défis sportifs assez inimaginables. Et notre équipe est allée le rencontrer. C'est à Menton. Regardons, on en parle juste après. Je suis paraplégique depuis 1982 et j'ai essayé de transcender mon handicap pour faire avancer la recherche au niveau de la réparation de la section de la moelle épinière. À l'âge de 20 ans, avec ma moto, je roulais trop vite et j'ai perdu le contrôle de la machine et je me suis réveillé une semaine après dans un hôpital. Tous les soirs et tous les matins, je regardais mes doigts de pied et je voulais les faire bouger. Les kinés me disaient « tu dois arrêter de rêver ». Mais pendant 4 ans, j'ai rêvé de mes jambes. Et en fait, je me rendais compte que je passais à côté de ma vie à vouloir rêver d'avoir quelque chose que je n'allais plus jamais avoir. À un moment donné, je suis parti dans le cadre d'une association faire des photos de l'handicap en Afrique. Et c'est là que j'ai appris à relativiser mon handicap. Je me suis dit, j'ai pas le droit de me regarder le nombril, il faut que j'avance. Et à partir de là, je me suis mis à vivre différentes expériences. En 2011, à l'âge de 49 ans, j'ai programmé de faire le Havre-Menton en marche pendulaire, debout sur des béquilles et des orthèses. J'ai parcouru la distance de 1304 km et ça m'a pris 7 mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je tenais debout qu'à la force du buste. Durant les premiers pas, c'était... J'espère que je ne vais pas tomber. Il ne faut pas que je m'arrête. Donc je ne me suis pas arrêté. Pour moi, ça a été une victoire et un sentiment d'euphorie. Finalement, je ne guérirai jamais, mais j'ai fait tout le contraire de ce que mon handicap me donnait comme limite. Je pensais qu'en démarrant cette marche, j'allais faire venir à moi des médias, des chercheurs, des politiques, pour dire à la société ce qu'est la réalité de la paraplégie, tétraplégie, et faire avancer la recherche parce que tous les jours, on va devoir vivre avec les douleurs neurologiques, avec l'incontinence, avec le problème d'escarre. Je demandais une écoute pour dire on n'est pas fait pour vivre assis. Et j'ai rien eu. C'est pour ça que je me suis lancé dans la Tour Eiffel, parce que je me suis dit, la Tour Eiffel, c'est un monument, le symbole de la France. Les escaliers, c'est le symbole de l'inaccessibilité pour la paraplégie, tétraplégie. Et moi, paraplégique, je l'ai monté. Les 1665 marches, je les ai gravies en 9h30. Au bout du 2e étage, 600 marches, mon bras était tellement contracté que j'arrivais plus à pousser sur mon bras. Et donc, le 3e étage, quand je le regardais, je me disais « Waouh, il me reste encore 1000 marches à faire ». Et il y a eu un de mes accompagnateurs qui a dit « Joe, c'est peut-être le moment d'arrêter pour toi ». Et quand il m'a dit ça, les 1000 marches, je les ai montées encore plus rapidement que les 600. À l'heure actuelle, je voudrais récolter des fonds pour créer une récompense pour les chercheurs qui vont trouver la solution à la réparation de la moelle épinière. Donc là, j'ai décidé de réaliser un nouvel exploit. Je vais marcher de New York à Los Angeles en 1 an et demi, 2 ans.
J'espère créer un engouement en faisant venir marcher des gens tous les jours avec moi. Je veux être le paraplégique qui va faire marcher des valides. Vos réactions dans un instant. Je vous présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant les reportages. Donc Aude, Brigitte et Luc. Bonjour. Vous versez. Ouais. Votre réaction? Votre sensation quand vous écoutez cette... Deux. D'abord, c'est une formidable envie de vivre et d'avancer, pas forcément avec ses jambes, qu'avec ses jambes, c'est aussi avancer avec sa tête. Et l'envie de vivre, voilà. Je peux plus faire des choses et qu'est-ce que je peux faire pour donner du sens à ma vie et être utile et peut-être servir que mon exemple serve aussi à des gens à des jeunes qui font les imbéciles à moto. Voilà, touché, c'est très touchant. Mm-hmm. Mina, vous avez connu le fauteuil roulant pendant longtemps? C'est vrai que c'est un message d'espoir incroyable qu'il divulgue parce que, en fait, il montre que l'esprit humain est beaucoup plus fort que ce que peut faire ou ce qu'on peut nous dire qu'on est capable ou pas de réaliser. Et en fait, quand tout s'arrête, on se rend compte qu'on peut dépasser, faire des choses extraordinaires. Et dans cette histoire, moi, ce que je remarque, c'est que le sourire peut changer le monde. Et ça, je m'en suis rendu compte tous les jours. Comme quand j'étais petite, et quand je voyais une personne triste, je lui souriais, elle souriait, et je m'étais rendu compte que j'avais un pouvoir. J'étais une petite fille, j'avais 5-6 ans, et je me dis, mais tu t'imagines le pouvoir que tu as en souriant, tu pouvais changer les choses. Changer l'état émotionnel. Oui. On entend quelqu'un qui dit, au fond, pendant longtemps, je rêvais de remarcher, donc j'ai passé ma vie à rêver de quelque chose et pas accepter le réel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire, finalement. J'ai la sensation qu'il y a toujours un moment où on passe par l'acceptation. Moi, personnellement, j'ai dû accepter pour avancer. Parce que du moment où je n'avais pas accepté ce qui m'était arrivé, je croyais avancer, mais j'avançais en reculant, en fait. Le jour où j'ai réussi à me mettre en tête que, de toute façon, il fallait accepter le handicap. Et depuis ce jour-là, moi, personnellement, je me sens mieux. Et j'avance de jour en jour. Je sens l'évolution. Dans ma carrière professionnelle comme sentimentale, je sens l'évolution. Souvent, on dit qu'il y a des deuils à faire dans la maladie. C'est un mot qu'on n'aime pas trop. Et pourtant, c'est parce qu'il y a des deuils à faire que d'autres choses sont possibles. Quand on dit non, et il le dit bien, il dit « j'ai intégré le fait que je ne remarcherai plus comme avant ». Et c'est parce que Joe a accepté qu'il ne remarcherait plus qu'il peut faire ses exploits. Et ça, c'est vraiment, je crois, une leçon à tirer pour ceux qui nous regardent. C'est que quand on dit faire son deuil, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Les gens qui se marient, ils se disent oui, c'est ça qu'on retient. Mais en fait, il y a plein de non avant ça. Non, je quitte ma vie de célibataire. Non, 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 il y a une multitude de non. Et c'est parce qu'il y a ça que ce oui, cette acceptation, a une vraie valeur. Et il y a autre chose aussi qui me marque, c'est quand il monte effectivement à la force des bras tous ces escaliers de la Tour Eiffel, et qu'à un moment donné, il reste 1000 marches, et que quelqu'un dit « il faut arrêter », et là, son cerveau, parce qu'on disait le cerveau humain, c'est ça. Son cerveau fait que d'un seul coup, ça va provoquer le contraire, il va faire 1000 marches. On est tous fait comme ça, ou c'est que Joe? Non, je crois qu'en chacun de nous, il y a vraiment des choses insoupçonnées, une force de vie insoupçonnable. Et à la faveur des rencontres, car à chaque fois on a parlé de rencontres vous concernant, tout seul on n'est pas grand-chose, et ensemble ça veut dire pas sans toi. Voilà. C'est vrai. Et puis il y a surtout une chose que l'on voit dans le reportage, c'est que ce soit les gens qui l'entourent, ou que ce soit les gens qui sont à la Tour Eiffel, ils ne voient pas la même chose. Ceux qui sont autour, ses amis, voient la difficulté qu'il a à parcourir les plusieurs centaines de marches qui restent. Mais lui, il a la rage et le mental d'atteindre son objectif. Et pour atteindre son objectif, c'est marche après marche. C'est pas 1000 marches. C'est une marche
une marche, une marche. C'est une métaphore de la vie. Bah oui. C'est ça. C'est une journée Jour après une après journée. jour. Ouais. On est souvent très impressionné par tout ce qu'il y a à faire, Ouais. alors qu'ici, on se contente de faire ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Exactement. Vous savez de quoi vous Tout à parlez. fait. Et Aude, donc on peut dire plein de choses, mais donc 4500 km, c'est la distance qui sépare New York de Los Angeles. 5400. 5400 km entre New York et Los Angeles. Alors, quand il a parcouru Le Havre-Menton, c'était 1300 km. Il a fait ça en 7 mois, donc ça représente à peu près 10 km par jour. Là, donc les 5400 km, il va les parcourir en un an et demi, 2 ans, donc c'est 20 km par jour. Le double. À béquille, le double. Donc là, il met la barre encore plus haut. Il va s'envoler pour les États-Unis très bientôt, à la fin du mois, et il va s'entraîner pendant 1 an. Quand même, avec l'armée américaine. Parce que les Marines l'ont contacté, où ils sont évidemment forcément très touchés par son combat, parce qu'il y a énormément de vétérans américains qui reviennent de mission et qui sont lourdement blessés. Donc, ils ont voulu contribuer à son entraînement. Et donc, mai 2018, il prend le départ pour à peu près 2 ans. Et alors, précisément, il y a évidemment du sens. Parce qu'il l'a dit, c'est pour sensibiliser à la cause. Oui, il veut sensibiliser l'opinion publique aux conséquences désastreuses des sections de la moelle épinière. Il faut savoir que 1500 nouvelles personnes, chaque année en France, se retrouvent du jour au lendemain dans cette situation, que ce soit après un accident, une chute ou une blessure sportive. Et 2,5 millions de personnes dans le monde sont concernées. Donc c'est énorme. Et quand même, évidemment, lui, il veut que la recherche aille plus loin. Elle a déjà fait beaucoup de progrès, la recherche, parce que dans les années 50, quand on avait une section de la moelle épinière, dans la semaine qui suivait l'accident, on mourait. C'était dans les années 50. Donc la recherche a fait énormément de chemin, mais lui, il considère que c'est pas assez, qu'il faut continuer à améliorer le quotidien des personnes paraplégiques et tétraplégiques. Et donc c'est pour ça qu'il se bat. Et puis il veut être un modèle, comme vous l'avez dit, Philippe. Il veut montrer que, à force de détermination, on peut repousser ses limites. Et donc il veut essayer d'influencer les jeunes, les inspirer. Les inspirer. Comme lui, il a été inspiré parce qu'il faut savoir que quand il était jeune, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeune Canadien qui s'appelle Terry Fox et un jeune athlète qui, à la suite d'une amputation de la jambe, avait traversé le Canada. Lui qui a une autre photo pour justement financer la recherche contre le cancer. Et quand il était jeune, Joe, c'était son idole. Et lui, aujourd'hui, il veut faire la même chose. Voilà. Être inspirant. Et est-ce que nous, on peut le soutenir ou l'aider, Joe? Oui, alors il a besoin de financement parce que ça va coûter très très cher ce défi, entre le billet d'avion, le logement sur place parce qu'il va y rester longtemps, les assurances santé qui sont très chères là-bas, le coût de la vie au quotidien. Donc il a besoin de pas mal d'argent et on peut lui donner un coup de pouce, participer à ce défi avec lui. On vous mettra toutes les infos comme d'habitude sur le site de 1001 Vies pour que vous puissiez... Alors on l'a dit, c'est un travail de sensibilisation. D'abord, c'est un sportif de haut niveau, quelqu'un qui a le goût des challenges, qui n'accepte pas la fatalité, et à la fois c'est une sensibilisation, on l'a dit, à ce sujet. Et vous, Philippe, donc vous avez vécu, traversé ou subi, je ne sais pas quel mot vous utilisez d'ailleurs, un AVC. Victime, Vous êtes victime d'un AVC. Et aujourd'hui, vous faites de la prévention. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter ? Faire contrôler régulièrement sa tension artérielle, éviter la malbouffe, éviter la sédentarité, faire du sport, prendre soin de soi, éviter de vivre dans un stress permanent. Essayons ce qu'est l'amour et la compassion et le respect de l'autre. C'est finalement beaucoup moins dur que la haine. Et si on arrive à vivre beaucoup mieux et beaucoup plus en harmonie, on peut se sauver parce que c'est bon pour soi. Et voilà ce que la prévention contre les accidents vasculaires cérébraux, c'est ces sentiments-là que l'on essaie de faire passer. Il y a 150 000 personnes qui sont victimes d'AVC par an, plusieurs dizaines de milliers qui en meurent aussitôt, mais ceux qui restent parmi nous, il y a beaucoup de handicaps, beaucoup de dépression, il y a des arrêts brutaux de vie professionnelle, et il y a autour de ça des centaines de milliers de vies brisées. Donc on embarque plein de monde avec soi. Donc il est bon de se poser la question si notre propre qualité de vie, notre propre façon de vivre garantit à notre cellule familiale
et à soi-même de vivre bien. Et vous avez changé plein de choses dans votre vie. J'ai tout changé. Alors, quand on a démarré, vous disiez, moi, si je devais cocher tout ce qui n'allait pas, c'est-à-dire je mangeais mal, je travaillais trop, j'étais stressé en permanence, il y avait finalement tous les facteurs. D'abord, là, je suis né le 12 février 2014, donc l'avantage, c'est que j'ai pas de passif. Donc j'essaie d'avoir des bons points sur la feuille. Je fais beaucoup d'exercices physiques, pas du sport, beaucoup d'exercices physiques, des centaines de kilomètres. L'activité physique, c'est à la portée de tout le monde. Le sport, c'est un objectif et un challenge. Donc il vaut mieux être bien au quotidien plutôt que d'atteindre un Donc marcher. Je marche beaucoup, je fais du tricycle, je vais faire un tour de France. Pareil, pour sensibiliser, pour prévenir, parce que je crois que lorsqu'on peut porter un message de prévention et l'incarner et être visible, eh bien autant le faire. Je vais faire du bateau dans les ports pour faire de la prévention contre les AVC. Et l'avantage, quand on a cette énergie qui aide à monter des escaliers, on attire autour de soi tout un tas d'énergie et on rassemble plein de gens autour d'un objectif. Et le nôtre, c'est justement de prévenir contre les accidents vasculaires cérébraux. Luc, tu vas nous parler de quelqu'un, enfin, c'est l'histoire d'une guérison historique. Absolument. Et sur un sujet britannique, la petite Leila Richards. La petite Leila Richards, en fait, elle est atteinte d'une leucémie. On est en 2015, elle a 10 mois. On a bien tenté des chimiothérapies, on a bien tenté des greffes de moelle osseuse, mais sans succès. Et on prépare même les parents à se préparer à prévoir le pire. Elle va intégrer une unité de soins palliatifs. Et en fait, on leur dit quand même, il y a peut-être une petite possibilité, un traitement expérimental qui serait peut-être intéressant d'explorer. Alors vous savez, la leucémie, c'est un cancer du sang en fait. Et ce sont les globules blancs qui vont venir nous défendre de toutes les agressions, que ce soit des virus, des infections, des cellules cancéreuses. Et là, dans le cadre de la leucémie, eh bien, ces globules blancs, ils font pas bien leur boulot parce qu'ils sont pas assez matures, ils sont pas assez forts. Et là, l'idée du traitement, c'est de prendre des globules blancs d'un donneur sain, de toi par exemple. On prend tes globules blancs et après on va les inoculer à la personne malade. Mais avant, on va leur faire un petit traitement de génétique. On va génétiquement les modifier, ces globules blancs. On va les transformer en missiles à tête chercheuse qui vont venir trouver les cellules cancéreuses et les bombarder et les combattre. Et aussi, on les modifie génétiquement pour éviter tout phénomène de rejet. Parce que quand on rentre dans le corps une cellule étrangère, il se peut qu'on le rejette. Et là, on ne le rejette pas. Et pour cette petite fille, ça a été complètement miraculeux. Parce que, 4 semaines plus tard, seulement 4 semaines plus tard, alors qu'on lui prévoyait la mort, elle est rentrée chez elle. C'est vraiment historique. Et elle a pu retrouver sa grande sœur et ses parents. Et pour eux, c'était vraiment une guérison inespérée. Et c'est un labo français en plus. C'est un labo français qui a mis au point ce système en partenariat avec un hôpital britannique qui s'appelle Selectis, ce labo. Donc ça va dans le sens que vous disiez, de ce que vous disiez, Mina, puisque vous disiez, moi j'ai eu la chance que tout ça m'arrive au moment où la recherche est en train de avancer. Tout à fait. Et ça, c'est assez... c'est vraiment une aventure incroyable que des chercheurs arrivent à trouver des solutions pour nous, patients, à qui on annonce une issue fatale. Avec un sentiment d'impuissance terrible. Donc vous en avez tous parlé, c'est-à-dire qu'on est dépendant d'autres êtres humains. Exactement. Et à la fois, c'est quelque chose qui va nous rassembler et qui va faire qu'on a tous besoin des uns des autres. Et du coup, ça nous montre qu'on est vraiment une famille et que sans les autres, on est... Ça vous a donné un sentiment d'appartenance? Oui, complètement. Au genre humain? Oui, complètement. C'est-à-dire quand même qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur ce type de pathologie, sur tout type de pathologie tous les jours. Quand on voit qu'ils le font de façon abstraite, et puis après que ça arrive jusqu'à notre lit, et que ça nous permet oui, là, c'est concret, quoi. Hein. Voilà, on arrive à vivre normalement, entre guillemets. Donc du coup, et moi j'aime pas le côté normal maintenant, parce que on n'est plus. Je me demande même si on est tous dans cette normalité quelque part. On est tous
des humains extraordinaires, tous. Donc voilà, il faut juste trouver quelle est notre part. Effectivement, vous avez été pendant 6 ans dans un fauteuil roulant. La première fois que vous marchez, vous allez au parc avec les enfants. Et là, votre fille trouve une coccinelle avec 6 taches. Donc ça, c'est un truc d'Étienne, je n'avais pas percuté du tout. Et donc, finalement, ça deviendra le symbole, le logo, comme on dit, de votre association. Elle fait quoi, votre association ? C'est une association qui rassemble les patients, puisque c'est une pathologie qui est rare. Donc, on ne trouve pas des patients atteints de LMC comme ça. Et du coup, c'était l'idée de rassembler, de partager, d'échanger, mais aussi de récolter des fonds pour faire en sorte que la recherche continue, parce qu'il y a des pans qui ne sont pas financés ou qui ne trouvent pas de financement. Donc, c'est là où on essaye d'apporter notre petite pierre. Et c'est aussi faire avancer des espoirs et vivre concrètement au quotidien avec cette pathologie. Comment vivre avec les effets secondaires, comment ne pas avoir d'autres pathologies associées, donc travailler sur la prévention. Il faudrait éviter d'avoir le diabète, le cholestérol, d'autres pathologies en plus que la leucémie. Donc si on peut éviter un peu tout ça, et on peut le faire, il y a des choses qui peuvent se faire en prévention. L'activité physique adaptée, justement, c'est-à-dire adaptée vraiment à la pathologie, aux personnes, et non plus faire du sport comme on pouvait le faire, de façon le côté un peu championnat ou professionnel, mais adapté, notamment quand quelqu'un est alité, on ne peut pas faire des choses qui ne correspondent pas. C'est aussi prendre son traitement tous les jours, parce qu'on a une chance incroyable de prendre un traitement à la maison. Donc c'est une vision incroyable, parce qu'on a le mot péjoratif de leucémie d'un côté, et la recherche a fait tellement des bons fulgurants qu'on n'est pas à l'hôpital avec des perfusions, on est à la maison en train de prendre un comprimé comme tout un chacun. Sauf que je défie quiconque de prendre un traitement tous les jours ad vitam aeternam sans en oublier aucun. Or, des études ont montré que si on en oublie 1 à 3, notre issue peut être engagée, on peut rentrer dans des mutations. Donc, l'idée, c'est de soutenir les patients au quotidien pour bien les prendre. Et donc, l'idée, ça a été aussi de mettre en place différents outils de vulgarisation. Parce que moi, quand j'étais alitée, c'était compliqué de lire des choses en anglais incompréhensibles qui ne me parlaient pas du tout. Donc, ça a été d'écrire des ouvrages adaptés aux personnes, un livre de contes, La princesse des coccinelles, qui explique aux enfants, mais aussi aux grands-parents, quand ils ont cette pathologie, de l'expliquer à leurs petits-enfants qu'ils gardent les mercredis, par exemple. Donc vous avez écrit des livres de contes ? Oui. Et ensuite, des films éducationnels pour expliquer l'annonce, les aspects psychologiques, les aspects au quotidien, le social, les droits. Parce que les gens ne connaissent pas leurs droits, ne savent pas comment faire. On rentre dans ce monde-là et on est perdu, analphabète. Et l'idée, et après, j'ai créé une appli mobile, LMC Coach, parce qu'il me semblait invraisemblable d'utiliser tous ces outils pour tout et n'importe quoi, pour plein de jeux, et pas pour s'aider et avoir des conseils, c'est-à-dire soutenir les personnes à prendre leur traitement, donc des rappels de consultation, et des conseils hygiéno-diététiques, c'est-à-dire des conseils sur le droit, le social, l'activité, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, toutes les choses que les gens ne pensent pas, oui, les interactions d'information, quoi. Exactement, ouais, de soutien tous les jours, d'être un peu coaché, donc LMC Coach, et dernièrement, donc la e-université LMC France, pour transmettre tous ces messages de façon vulgarisée, pour que cette transmission se fasse de façon sympathique et conviviale aussi. Bon, vous n'imaginiez pas un jour que vous alliez faire autant de choses ? Non, en 6 ans, non. Non. Brigitte, toi, tu vas nous parler d'une autre guérison, celle d'un petit garçon, et c'était beaucoup d'émotions sur Internet. Ah oui. Il s'appelle Benjamin Norris, il a 7 ans actuellement et il vit en Oklahoma, aux États-Unis. En 2013, il a 3 ans simplement et on lui diagnostique une leucémie aiguë. C'est le cancer le plus répandu chez les enfants. En France, par exemple, chaque année, il y a 700 cas d'enfants qui ont une leucémie chaque année.
Donc ce petit garçon, pendant 3 ans, il subit une chimiothérapie. C'est très très difficile pour lui, bien sûr, mais pour sa maman aussi, parce que sa maman est à l'hôpital pratiquement 24 heures sur 24. Et en 2016, en juin 2016, un miracle se produit. On annonce à sa maman que Benjamin est guéri. Alors là, elle est folle de joie, hein, vous vous doutez bien. Donc on lui dit à elle, mais il faut qu'elle lui dise à lui après. Et ben voilà. Et là, elle se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais immortaliser sa réaction. Et donc, elle fait une vidéo de son petit garçon avec son frère Ethan. Et elle met la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est un buzz incroyable. Et on va voir cette petite... Cet enfant apprend par sa maman. Voilà. Tu vas voir. Ben, Ethan, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Quoi? Tu sais qu'hier, tu as fait des tests pour savoir s'il restait des cellules cancéreuses ou s'il n'y avait plus rien. Et elles sont toutes parties. Tu n'as plus de cancer. Est-ce que je pourrais toujours aller camper? Oui, bien sûr, tu pourras aller camper. Est-ce que Ben devra toujours aller à l'hôpital? Il devra retourner à l'hôpital pour faire des visites de contrôle. Il doit encore faire une dernière chimio, et puis la chimio de nuit, mais plus que pour 30 jours. Ben, tu as battu le cancer. Ce qui est particulier, c'est que c'est très intime. Et qu'elle décide de le rendre public, en fait. Alors, sa maman a fait ça pour remercier les personnes qui l'ont aidée. Alors, sa grand-mère qui est venue s'installer chez eux pour s'occuper de toute la famille et du petit garçon. Sa mère qui, tous les jours, allait à l'hôpital, le soir, les accompagnait à l'hôpital et restait avec eux pour leur tenir compagnie. Ses collègues qui ont fait des collectes pour les aider financièrement. Et elle a fait ça aussi pour donner un message d'espoir à ceux à qui ça peut arriver, à nous tous, quoi. Ah oui, ce que je voulais vous dire quand même, c'est que cette vidéo a été vue 900 000 fois sur YouTube et 25 000 fois sur les réseaux sociaux. Et donc, comment il va, le petit garçon, aujourd'hui? Parce que là, on voit qu'il y a encore des traitements. Alors, il va bien. Il va à l'école, il prend des cours de natation, il va au golf. Enfin, il a une vie d'un petit garçon normal. Mais pas tout à fait, parce qu'il s'est investi à 7 ans. Il s'est investi dans des associations pour sensibiliser les enfants au cancer. Et voilà. Et il a un but dans la vie, il veut être chef cuisinier. Voilà. C'est son but. Et ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que votre fille, qui a passé beaucoup de temps dans le milieu médical avec vous, finalement, qu'est-ce qu'elle a choisi de faire? Médecine. Et ben voilà. C'est que c'est un rapport? Moi, je crois. Ouais, je crois. Je crois. En tout cas, vous êtes fière? Oui. Oui. Parce que franchement, on se dit que les choses avancent, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai une pensée particulière pour les médecins qui sont auprès de nous tout le temps. Et c'est vrai que le côté miraculeux, c'est de rencontrer aussi ces personnes-là qui sont des personnes très humaines et qui parcourent notre chemin avec nous, quasiment main dans la main. Donc, je voudrais vraiment les remercier et donner de l'espoir aux presque 10 000 survivants aujourd'hui atteints de cette forme rare de leucémie. Et leur dire que tout est possible. Le message passe. Les miracles, ils ne se situent pas toujours là où on croit aussi. Ça peut être des petites choses. Exactement. Hein, là, il y a vos 3 vies extraordinaires. Et on est vraiment content que vous soyez là. Mais il y a toutes ces plus petites choses, voilà. Ces nuits, ces moments plus durs. Et voilà, l'importance de pouvoir dire merci aussi, de pouvoir rendre témoignage pour être vraiment dans la vie et dans la vie d'après. Moi, je vous dis merci beaucoup. Merci. Je suis convaincu que ceux qui nous regardent, ça les a inspirés. Et puis, il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui sont en train de nous regarder. Et donc, forcément, c'est une lueur d'espoir. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci d'avoir fait le choix de la transmission. Merci les camarades. Avec plaisir. À vous pour votre fidélité. J'espère que cette émission vous a apporté beaucoup de choses, que vous vous sentez bien. Et on vous retrouve très, très bientôt sur France 2.
Les 3 femmes que nous recevrons demain se sont battues pour devenir mères, avec pour ultime recours le don d'ovocytes. J'ai une réserve ovarienne quasiment nulle. C'est comme si j'avais des ovaires d'une femme de 45 ans. Pour être enceinte, Ludivine a tout tenté. Une insémination et 2 FIV, avec malheureusement toujours le même résultat à la clé. On m'annonce que mon corps ne réagit pas. Et là, je m'effondre, quoi. Et mon mari, je lui dis, mais casse-toi, va trouver quelqu'un d'autre, une autre femme qui sera fertile et qui pourra te donner cet enfant. Au plus bas moralement, Ludivine fait alors une rencontre décisive qui lui redonne espoir. Je vais voir un professeur réputé sur Paris. Il me dit, de toute façon, vous allez tomber enceinte, vous allez l'avoir, ce bébé. Je sors en pleurant, mais heureuse. Grâce à un don d'ovocytes, Emmanuelle porte enfin la vie en elle. Une victoire en demi-teinte pour cette quadra en proie au doute. D'un seul coup, je me trouve trop vieille. Le pauvre, avoir une vieille maman, enfin... J'ai été presque à 2 doigts de faire une interruption de grossesse. En septembre 2015, Audrey s'apprêtait à partir à l'étranger pour enfin avoir recours au don d'ovocytes lorsque la nature lui a fait une étonnante surprise. Le jour en fait où je devais commencer mon traitement, je me sentais pas très bien. J'ai demandé à mon conjoint d'aller me chercher un test de grossesse. Les 2 barres sont apparues et j'étais enceinte.